Bonjour à toutes et à tous, très content de vous retrouver pour un nouveau numéro. On se revoit, on s'est déjà vu hier ou écouté hier puisqu'on a fait une petite vidéo pour ceux qui l'ont pas vu avec Rémi Reverchon où on réagissait à vos unpopular opinions. Aujourd'hui, épisode un peu plus conventionnel mais pas consensuel j'espère avec Chris Singleton. Salut Chris. Hello Nico. Faudra qu'on fasse ça une fois avec toi aussi. On répondra aux unpopular opinions de nos suiveurs de NBA Extra. Si vous avez une question, j'ai une réponse. Toujours. Est-ce que c'est la bonne réponse? Je sais pas. Ça, j'en sais rien. Voilà. Mais j'essaie d'être convaincant. D'ailleurs, juste avant de commencer l'épisode, il y a des gens des fois souvent qui se demandent pourquoi, quand tu commentes les matchs sur les 3 points, tu lâches ton fameux bang bang bang. Est-ce que tu peux nous dire d'où ça vient ce bang bang bang, Chris? La première fois, c'est venu naturellement comme ça. Un shoot à 3 points, ça fait du bruit. C'est un shoot long distance. Donc voilà, j'ai commencé avec ça. Et puis, subitement, quand tout le monde me voyait, il disait bang bang bang. Même dans le bus, j'ai eu les gens qui me faisaient c'est monsieur bang bang bang. Donc j'ai gardé. Eh ben c'est pas mal ça. Ouais, d'accord, ouais. bon, je vais t'appeler comme ça maintenant, monsieur Bang Bang Bang. On démarre par les Spurs et les coéquipiers de Victor Wembanyama, qui sont toujours deuxièmes de la conférence Ouest, qui ont une belle petite marche quand même sur Houston, qui voit le Thunder reprendre un peu large aussi en tête du classement. Et du coup, on a voulu se poser la question, est-ce que ça serait pas la meilleure place possible pour les Spurs avant les playoffs de terminer deuxième? C'est-à-dire, j'explique la chose, en l'état, tu jouerais Phoenix au premier tour. Mm-hmm. Si tu te qualifies, le vainqueur de Rockets-Lakers. Si le classement ne bouge pas, bien sûr, alors on tire un peu les plans sur la comète. Les 6 premiers, ça ne bougera pas. Voilà. Est-ce qui te permet d'éviter au moins jusqu'en finale de conférence Denver-Minnesota qui se jouera au premier tour et ensuite Oklahoma City qui jouerait le vainqueur de cette confrontation-là? Ça fait beaucoup de si, mais quand on regarde le classement, on peut se dire que ça ne va pas forcément beaucoup bouger. Peut-être que Denver repassera devant Minnesota, mais ça ne changera pas du coup fondamentalement le tableau. Être deuxième dans cette conférence Ouest actuelle, c'est une très bonne place, je pense, Chris, pour les Spurs. Oui, c'est une très bonne place et je dirais bien méritée. Je pense que plus qu'on avance, plus qu'on lève le bar un petit peu dans les exigences pour les Spurs. Au début de saison, on aurait signé pour un play-in ou une 6e place. À peine les playoffs, mais là, il dépasse toutes les raisons qu'on a eues. Donc, à partir de là, je pense pas qu'on peut calculer. Pas de la manière qu'ils jouent. C'est une équipe qui est à fond, qui joue un basket gagnant. Et je pense qu'eux, ce qui leur intéresse, c'est de gagner le maximum de matchs. Donc, je ne le vois pas calculer à ce point-là pour dire si on est là, on va jouer un tel. Je pense qu'il faut être préparé à battre tout le monde. Et ce qu'ils font, et là, avec leur saison, je pense qu'ils t'ont prouvé qu'ils ont peur de personne. Donc, tu es quand même d'accord pour dire que eux ont le droit de penser ça et que nous, on a le droit de penser qu'il faut mieux éviter Denver, Minnesota et Oklahoma City jusqu'à la finale de conférence. Parce que c'est vrai que quand tu regardes là actuellement le classement, tu te dis que jouer Phoenix au premier tour, ça ne sera pas simple, évidemment. Ouais. Mais tu seras favori de cette confrontation. Écoute, Et qu'après, les Rockets et les Lakers, on les a vus, on en a beaucoup parlé cette saison. C'est des équipes qui ont des qualités, mais qui ont aussi pas mal de défauts. Alors certes, les Rockets, l'année dernière, deuxième, étaient sortis au premier tour par les Warriors. Ça n'assure rien d'être deuxième de sa conférence. Mais tu peux te dire qu'il y a quand même des équipes qu'il faut mieux éviter et d'autres qu'il faut mieux jouer. Spectateur, tu rêves d'une finale de conférence OKC Spurs. Évidemment, tu as Shai Gilgeous, tu as Wemby, qui sera probablement MVP dans les années à venir, si tout se passe bien. Mais quelles que soient les confrontations avant cette finale-là, on va tester les Spurs parce que le basket playoff n'est pas du tout pareil que le basket en saison régulière. On va sortir les boîtes à gifles, on va être rugueux. Minnesota, tu vois, c'est une équipe qui va aller en avant physiquement. C'est une équipe qui peut perturber énormément les Spurs. On a vu les Rockets cette saison lors des confrontations avec San Antonio. Alors eux, ils ont l'habitude, ils le font tout le temps, mais ils n'ont pas hésité à rentrer dans l'art des Spurs.
Et souvent, San Antonio a bien réagi et bien répondu à ce défi physique, notamment, sur le dernier match. Et dimanche à 1h. Dimanche à 1h. Bataille de Texas. Voilà, c'est ça. Je crois que ça sera le dernier de la saison, il me semble, entre les deux équipes. Ça sera peut-être un avant-goût de ce qu'on retrouvera en demi-finale de conférence. Tous les théories, ils vont être testés. Je pense qu'on commence à rentrer un petit peu dans la période de la saison où il reste une vingtaine de matchs. On va déjà commencer à penser tactiquement, tester des choses, ou ne pas les tester justement, ou ne pas montrer trop son jeu avant d'arriver en play-off. C'est le basket NBA, c'est pas le basket universitaire. Il n'y a pas 25 options. C'est ou tu sors sur les pick and roll, ou tu switch, ou voilà. Il y a 3 choses différentes. Mais bon, on va avoir la réaction éventuellement. Si vous faites quelque chose défensivement, comment l'équipe en face réagit. Donc c'est comme ça qu'on se prépare pour un play-off. Évidemment, tu vas pas montrer tout ton panoplie de choses, mais on va déjà commencer à tester un petit peu. J'ai vu le match de OKC New York. On a l'impression que c'était un match de play-off. Et peut-être une finale NBA avant l'heure. Ouais, je l'ai vu aussi celui-là. Salut Jacques, je l'espère pour toi. D'ailleurs, Jacques Monclar, je voulais le dire, est souvent en vacances quand même, j'ai remarqué. Et tu prends beaucoup moins de vacances que Jacques. Voilà, je tenais quand même à le signaler. C'est à mettre à ton crédit, parce que Jacques n'est pas là cette semaine, mais on le retrouve vendredi prochain. Il se repose avant les playoffs. Exactement, avant ce run des Knicks et des Spurs qui s'annonce. C'était quand même, je trouve, un peu une facilité un peu toute la saison de dire jouer physique avec San Antonio, ça leur posera des problèmes. Je trouve que plus la saison avance, plus on voit que ça leur pose de moins en moins de soucis, en fait, ce côté rugueux, que c'est une équipe qui apprend très très vite. Comme on l'a vu toute la saison, les joueurs s'améliorent énormément et oui, tu peux jouer physique, mais c'est pas ça forcément qui va gêner Stephen Castle, Dylan Harper et Victor, quoi. Non, c'est des joueurs qui sont très rugueux. Moi, j'aime bien dire qu'ils ont des rookies qui jouent comme des vétérans. C'est leur façon de faire. Ils ont peur de personne, ils reculent devant rien. C'est des joueurs comme Castle, comme Harper. Ils imposent leur physique. Et tu sens qu'ils ont presque envie qu'on leur impose cette intensité pour qu'eux puissent y répondre. En fait, ils se nourrissent de ça aussi. Mais ça leur pousse, ça leur oblige à sortir autre chose que le normal. Il n'y a pas un match des Spurs qui se joue sans intensité. Avec autour de ça un Wemby qui fait une super saison collectivement. Je pense qu'on ne parle pas assez des joueurs comme Keldon Johnson, comme Vassell, des joueurs hyper importants. Donc, du coup, on parle plus de Fox. Très peu. Je sais pas si on parle très peu de De'Aaron Fox ces derniers temps. Il est arrivé, on disait, Wemby Fox, ça va être le duo magique. Mais finalement, Wemby continue à faire ce qu'il a à faire. Fox, il amène son 1 contre 1. Il surgit quand on a besoin de lui. Oui, de temps en temps, il surgit comme ça. Mais bon, c'est pas du tout la focalisation du jeu des Spurs. Le ballon, il bouge, il est partagé et il joue de la manière pour gagner des matchs. Et ça, c'est aussi parce que l'effectif est beaucoup plus riche que ce qu'on pouvait penser en début de saison. C'est-à-dire que quand tu regardes Fox, Castle, Victor, tu l'as dit, Vassell, Keldon Johnson, en fait, il y a un nombre de joueurs capables de briller dans cette formation et pas simplement d'être un role player en bout de chaîne, mais de prendre le jeu à son compte à différents moments du match. Chacun, en fait, peut apporter tout au long de la partie. Et ça, c'est hyper surprenant quand tu vois San Antonio jouer. Tu sais jamais d'où ça va venir chaque carton peut être le carton d'un autre homme. Le recrutement a été très bien fait. On a mentionné les extérieurs, mais il faut aussi parler de Cornet, qui amène vraiment cette basket en joueur de rôle. Poser des écrans, aller chercher les rebonds, amener de l'énergie. Et un joueur qu'on n'a pas trop vu, mais à mon avis, ça va être un joueur intéressant pour les playoffs, c'est Olynyk. Qui a une expérience, qui a un basket, qui peut te poser des problèmes. Et il est adroit à l'extérieur, il est batailleur. Donc, cette équipe de San Antonio est vraiment, vraiment solide, de haut en bas. Donc, ce qui va faire que, ils sont là dans la durée. Ils ont passé le cap, l'équipe surprise.
Maintenant, c'est une des équipes qui joue le meilleur basket en NBA. Je pensais à ça en regardant le tableau là, des playoffs potentiels. C'est que le plus gros problème de San Antonio, c'est l'adresse à 3 points. On est d'accord là-dessus. C'est pas les seuls, mais pour eux, c'est vraiment leur talon d'Achille et c'est là où ils peuvent flancher à un moment. Mais quand tu te dis que tu vas jouer Houston ou les Lakers, on ne peut pas dire que ce soit des équipes dont ça soit non plus la principale qualité. Oui, donc ça reste encore une fois un bon tableau pour San Antonio. C'est pour ça qu'il faut qu'ils dominent défensivement. C'est vrai qu'ils n'ont pas spécialement, c'est pas les Celtics, c'est pas qui peut attraper chaud à 3 points. Ils ont des moments où ils peuvent les mettre. Mais la force de cette équipe-là, c'est que quand ils sont pas adroits, ils savent attaquer le cercle. Ils savent mettre le pied dans la piscine. Ce qui est le racket. Hein, oui, je l'avais, merci. Ah bon. Donc, non, c'est pour ça que j'aime bien cet équilibre. L'année dernière, ils foutaient des balles dans le pied parce qu'ils insistaient sur le shoot à 3 points. Mais quand tu as un joueur comme Fox, comme Harper, comme Vassell, comme Keldon Johnson, voilà, qui peuvent imposer leur physique dans la raquette, pareil pour Victor. Il fait plus des trucs, voilà, il sent un petit peu si son shoot il rentre dedans. Si c'est pas le cas, il attaque le cercle. On va passer à une autre équipe, alors qui n'est pas encore deuxième de sa conférence, qui y arrivera peut-être, mais ça va quand même être compliqué, c'est les Cleveland Cavaliers. Ouais. Une question très simple pour commencer. Est-ce que Cleveland n'est pas en train de devenir petit à petit sur cette fin de saison, le favori de la conférence Est pour atteindre les finales? Il sort d'une victoire contre Détroit. Depuis que James Harden est arrivé avec lui sur le terrain, c'est 7 victoires, 1 défaite. La seule défaite, c'est contre Oklahoma City. Dans les victoires, tu as des succès, on l'a dit, contre Détroit, contre les Knicks, contre les Nuggets. James Harden a tout changé, je trouve, en tout cas, a sublimé cette équipe qui a retrouvé son basket, sa force, ses valeurs collectives. Et ils font vraiment figure d'épouvantail, je trouve, les Cavs, là, sur cette fin de saison. Oui, les Cavs, ils étaient obligés de faire quelque chose. Donc, avec l'équipe avant James Harden, mon avis, ça n'aurait pas fait la distance. Mais avec James Harden, ça leur donne un nouveau cap. Là, c'est all-in. Là, tu joues vraiment pour le titre. S'ils arrivent à mettre tout le monde sur le terrain en même temps, quand tu vois les possibilités avec Mobley, avec Jared Allen, avec Harden, Mitchell en bonne santé, Tyson, voilà, c'est des joueurs qui ont une force de frappe incroyable. Pour moi, c'est une des meilleures équipes offensives de l'Est. Donc ça veut dire il faut qu'ils remédient un petit peu les problèmes défensifs, de le repli, la transition défensive, où Kenny Atkinson avait dit que c'est une question d'effort, c'est pas une question de talent. Donc s'il arrive à mettre tout le monde sur la même page défensivement, ils ont quoi faire. Mobley et Jared Allen à l'intérieur, ça défend le château. Donc à partir de là, s'ils arrivent à faire défendre les extérieurs devant, parce que ça a toujours été un léger problème avec James Harden. Et Donovan Mitchell un peu aussi. Et Donovan Mitchell aussi. Mais comme ils peuvent équilibrer l'attaque entre Mitchell et Harden, porter le balle, monter la balle et tout ça, ça permettra à Mitchell de donner plus d'énergie par moment défensivement. Et je pense que c'est ça qui cherche Kenny Atkinson. C'est un peu un retour à la normalité en fait pour Cleveland, parce que le début de saison jusqu'à la trade deadline, ils étaient pas bons, mais on comprenait pas exactement non plus pourquoi cette équipe avait autant chuté entre la saison dernière et cette année. On savait pas du coup quel était leur vrai niveau. Je pense que leur vrai niveau, c'est peut-être pas une équipe à 65 victoires, mais c'est une équipe entre 50 et 60, grosso modo. Et quand tu enlèves Garland, qui ne jouait pas, finalement, qui était un salaire important, et que tu avais un de tes joueurs majeurs qui était jamais là, et que tu rajoutes James Harden, qui est un joueur, certes, qui a peut-être des limites, qui a montré des limites en play-off, mais qui a une faculté à faire briller les autres, à mettre en valeur aussi ses intérieurs. Là, tu vois, depuis qu'il est arrivé, Evan Mobley, Jared Allen, ils se régalent. Tout a changé pour Cleveland avec James Harden. Et je me disais aussi, Donovan Mitchell, il n'a jamais eu un coéquipier aussi fort
que James Harden. Que même ce James Harden-là, qui a 36 ans, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, 36 ans. Donc en fait, Donovan Mitchell, sur lequel on a souvent eu tendance à tirer en disant il n'est pas capable d'amener ses équipes loin en play-off, etc. C'est un joueur qui... C'était vrai. C'est un joueur... Alors, ce qui est vrai, oui, d'accord, mais alors il n'a pas réussi à faire gagner un titre au Jazz de Mike Conley, de Rudy Gobert avec lui. Tu vois ce que je veux dire? Pareil, oui. Il a un joueur sur lequel il peut compter aujourd'hui. Il n'a jamais eu un joueur aussi fort à ses côtés, Donovan Mitchell. Et ça, en play-off, ça va changer pas mal de choses. Donovan Mitchell, c'est un joueur qui augmente sa moyenne de points en play-off par rapport à la saison régulière. Premièrement, avant d'arriver à Cleveland, James Harden était en train de faire une de ses meilleures saisons au niveau densité du jeu, au niveau propreté du jeu. Et vraiment, il était très bien. Malheureusement, autour de lui, il n'y avait pas ce qu'il fallait pour gagner plus de matchs. Arrivé à Cleveland, pour moi, c'est pour lui... Bon, il y a l'aspect financier, mais je pense qu'il a regardé un petit peu quelle équipe où je peux y aller, où on peut gagner un titre de suite. Donc c'est vrai que les Cavs, maintenant, je mets absolument l'accent sur le fait qu'il faut que ça soit physiquement très bien. L'année dernière, pourquoi ils n'ont pas avancé? C'est qu'ils avaient plein de blessures. Début de saison, il y a eu des blessures de Jared Allen, il y a les blessures de Mobley, il y a les blessures de Garland. Donc, les étoiles n'étaient pas alignées. Donc, pas comme l'année dernière, où quand ils ont commencé avec 15 victoires de suite, tout allait bien, tout tombait, les dominos, ils tombaient bien en place. Cette année, non. Donc, il fallait pas paniquer. Mais cette saison pour les Cavs, avant que Jared Allen se réveille, parce qu'il ne faut pas dire que c'est James Harden qui arrive, Jared Allen s'est réveillé. Il a commencé à faire des doubles-doubles partout, être dominant. Comme par hasard, avec James Harden, c'est quand même beaucoup plus simple pour un pivot d'enchaîner les doubles-doubles et d'être impactant aussi en attaque pour Jared Allen. James Harden et Mitchell devant focalise une défense qui permet d'avoir plus de place à l'intérieur. Tu choisis ton poison, ou tu laisses James Harden extérieur prendre des shoots à 3 points, ou tu laisses Donovan Mitchell faire pareil, et tu boucles la raquette. Mais à mon avis, si la concentration défensive est sur les extérieurs, Mobley, talent offensif énorme, Jared Allen, c'est un aspirateur de rebond offensif à l'intérieur, il met les 2 pieds dans la peinture, il est à 66% de réussite. Donc, ils ont une équipe hyper puissante, une des meilleures équipes d'attaque potentiellement de l'NBA. Oui, parce que même là, tu vois, le match contre Détroit qu'on a vu, Evan Mobley en attaque, il a quand même réussi à sortir quelques 3 points, quelques moves près du cercle, alors qu'il est capable de faire, mais pas souvent, pas avec régularité. Non. Là, je dis pas que c'est grâce à James Harden, mais c'est toujours pareil. En fait, avec Evan Mobley, on se dit, s'il arrive à avoir un petit déclic en attaque, ça va devenir quasiment injouable de battre. Oui, parce qu'il joue avec les 2 mains à l'intérieur. C'est vrai que cet aspect shoot à 3 points, on l'a vu en début de saison, où il prenait pas mal. Mais bon, on a recentré les choses, on l'a remis à l'intérieur, parce qu'il peut être dominant, sans parler de défensivement. C'est un contreur hors pair, un des meilleurs de l'NBA. Donc, quand ça clique chez les Cavs, ça peut faire très, très mal. Donc, voilà. Je pense que le plus important pour Kenny Atkinson, c'est d'amener son équipe en bonne santé, dans ses playoffs. Et là, on va voir quelque chose. Et donc, pour en revenir à ma première question, est-ce que Cleveland est le favori désormais pour toi de la conférence Est, devant Détroit ou devant New York et Boston? Non, faut que tu te mouilles. Oui, non, mais je vais me mouiller. Je mets toujours Detroit, les Pistons, devant, sur la qualité de leur équipe, sur la qualité de jeu, sur Cade Cunningham, qui est potentiel MVP. C'est dur, c'est physique. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont montré plus de régularité. Parce que les Cavs, ils arrivent juste là, ils arrivent dans le mix. Bon. Mais c'est peut-être ça le plus intéressant et le plus important, c'est qu'ils entament juste au moment où il le faut, là, dans les 20 derniers matchs, peut-être une dynamique pour faire un run en playoff. C'est vrai ce que tu dis. C'est hyper intéressant. Non, mais les Pistons, ils sont là depuis le début. Donc, ils ont plus de pression. Parce que si jamais ils sortent avant le final, ça sera considéré comme un flop. Les Cavs,
qui patientent, qui vont arriver en tsunami à la fin de saison dans les playoffs. Mais bon, je garde toujours les Pistons voilà, en haut. Et moi, j'ai envie de mettre Cleveland. Vas-y, j'ai envie de dire que bon, je crois beaucoup en New York, mais là, plus ça va, plus je me dis que les Cavs ils vont être sacrément compliqués à jouer. Et... Oui. Allez, moi je dis que Cleveland est le nouveau favori de cette conférence. Ils sont là. C'est une bataille à 3, voire 4 avec Boston. 3, oui, Boston, non, j'y crois pas du tout. J'y crois pas trop, mais il faut voir le retour de Tatum. Voilà. Allez, dernier thème, on va parler évidemment des Charlotte Hornets qui ont gagné une 6e fois de suite cette nuit, qui ont écrasé d'ailleurs Boston au TD Garden, et ils étaient en back-to-back, il me semble, les Hornets, si je dis pas de bêtises. 6 victoires de suite avec 15 points ou plus d'écart. Dans ces victoires, c'est je crois un record depuis Golden State en 2018 si je dis pas de bêtises, et ça fait surtout 16 victoires sur les 19 derniers matchs. En fait, c'est tout simplement Charlotte sur les 19 derniers matchs le meilleur bilan de la NBA, plus la meilleure attaque de la Ligue, ça fait beaucoup. Il y a quand même eu des victoires contre San Antonio, Houston, Boston, on l'a dit, Philadelphie, Orlando, et des défaites contre des équipes qui paraissent effectivement encore au-dessus, les Cavs, les Pistons et les Rockets. C'est les 3 défaites sur les 19 derniers matchs. C'est un groupe qui pourrait quand même poser pas mal de problèmes en play-in, voire en play-off à ses futurs adversaires. Franchement, je trouve que Charlotte a une bonne tête de poil à gratter, d'épouvantail dans cette conférence Est-là. Oui, non, mais tout à fait. C'est une équipe qui présente beaucoup de problèmes pour les adversaires. Offensivement, évidemment, on a envie de parler parce que Charlotte, c'est fun, ça court, ça shoot à l'extérieur. Il y a du talent diversifié. Brandon Miller est un talent 1 contre 1, mais magnifique. Con Paul, c'est un joueur carré, réglé, mais il peut. Et ce qu'il a appris à jouer en NBA, parce que moi, je trouve qu'il est énormément changé depuis ses années universitaires. Il a diversifié son jeu, il a le drive, il a la vision du jeu, et il a gardé cette adresse à 3 points. Donc, et le Melo Ball, c'est magnifique ce qu'il fait. C'était le joueur qu'on aimait ailleurs, ce que j'aime bien dire. Tout le monde disait le Melo Ball, je pourrais pas, j'aime pas son jeu, machin. On peut pas gagner avec la Melo Ball dans son équipe en meneur. C'est un peu le revanche de ce jeu-là parce qu'il n'a pas perdu le sourire. C'est ça qui est magnifique. Il joue toujours avec un petit peu moins d'épices, mais bon, il est quand même solide, il fait jouer les autres. Et moi, la différence entre cette équipe de Charlotte et ce qui leur permet de gagner, c'est sa défense. Il y a une organisation défensive. Moussa Diabaté, il est pour quelque chose, parce que depuis qu'il est dans le 5, ça défend très très bien. Boston, je pense qu'à Boston, ils n'arrivent même pas à marquer 100 points. Donc, oui, ils ont fait 88 points, je crois. 88. Le match avant, il y avait 77. Donc voilà, c'est une équipe. Oui, ils vont être dangereux. Et moi, j'aimerais pas rencontrer ce cactus pendant les playoffs. Non, mais ce qui est bien avec Charlotte, c'est que tu l'as dit, c'est fun à voir, mais c'est quand même un peu plus structuré, moins fou. Que ce qu'on voyait il y a encore quelques mois en début de saison, voire la saison passée. Là, tu sens que oui, effectivement, on joue pour s'amuser, mais on joue quand même pour gagner aussi. Et ça change pas mal de choses. La Melo Ball, effectivement, c'est le visage de ça. Et puis, Con Paul, oui, en fait, il a un arsenal offensif. Qu'on voyait pas autant à Duke. Non, mais tout ce qui se passe, c'est l'état d'esprit. Il y a certaines équipes, comme ça, les Spurs, c'est pas pareil. Ils croient dans ce qu'ils font. Voilà. Le coach, il les a convaincus. Voilà, c'est comme ça qu'il faut jouer au basket. Et quand tu as les victoires qui s'alignent, tu es convaincu, voilà, tout simplement. Donc, ils essayent de mettre en place la même qualité chaque soir. Ils concentrent sur les détails, ce qui est le rebond, ce qui est la défense, pas à chaque fois, mais bon, quand ils peuvent dominer offensivement, c'est ça qu'ils vont faire. Mais il y a des matchs où ils comprennent. Et ça, c'est quand tu es entouré des joueurs qui ont un QI basket élevé,
Ça parle entre eux, voilà. Et des fois, quand ils sont pas là, ils sont pas peur de dire la vérité. Donc voilà, non, mais c'est une équipe solide. Et quand tu vois le rôle et l'impact de Moussa Diabaté en défense, franchement, c'est extraordinaire. Peut-être que tout le monde ne regarde pas énormément les Hornets, mais déjà, effectivement, c'est très sympa à voir jouer. Ils ont tort. Et Moussa, il est phénoménal en défense, que ce soit sur la protection de cercle, sur les couvertures, les aides. Je veux dire, franchement, Moussa Diabaté, il a le potentiel pour être dans quelques années défenseur de l'année. Alors certes, dans la ligue où il y a Victor Wembanyama, ça sera pas simple. Ça sera pas simple. Mais il a un potentiel défensif, Moussa, qui est extraordinaire et que j'ai hâte de voir en équipe de France quand il viendra. Oui. Ce qui est vrai, c'est que Moussa, il est long. Il est vite. Il est rapide. Il est généreux, il a plein d'énergie, il est enthousiaste. Donc, et ça se transmet tout ça. Quand tu as un pivot qui te défend ton cercle comme ça, tu as envie devant de faire la même chose. Donc, mais bon, la sécurité, c'est que la défense peut monter parce que tu sais qu'il y a un Moussa qui est derrière, qui attend. Donc, tout ça, voilà, c'est des pavés qu'on met en ligne pour avoir une belle défense. Pour en terminer là sur les Hornets, LaMelo Ball, certes, peut-être qu'en franchise player, il n'avait pas les épaules pour mener cette équipe au sommet, et encore, bon, ils sont loin du sommet, mais si c'est ton deuxième, voire troisième meilleur joueur, LaMelo Ball, dans ton effectif, parce que tu as Knuppel, parce que tu as Brandon Miller... Bah, c'est peut-être le rôle en fait qu'il doit avoir LaMelo Ball pour la suite de sa carrière, ne pas être le numéro 1 certes, mais être le numéro 2 ou le numéro 2 bis dans une équipe qui a des ambitions. Pas l'autre. Il y aura des matchs où il faut que ce soit LaMelo Ball le meilleur joueur. Il y a des matchs où il faut qu'il... Pas le meilleur, peut-être le meilleur joueur, mais peut-être pas le meilleur scoreur de l'équipe en tout cas. Il faut qu'il soit le meilleur joueur. Parce qu'il y a une totalité. Quand je dis le meilleur joueur, ça veut dire marquer des points, faire des passes. Voilà. Et je l'ai regardé tout à l'heure. Il a des notions défensives qui n'y sont pas idiots. Il prend beaucoup de rebonds défensifs. Il est toujours bien placé. Donc, il a un registre de basket que peut-être on n'a pas sorti. Voilà, on n'a pas demandé, on a laissé faire comme il faisait, moyennement. Mais le coach, lui, a bien mis en valeur, quelque part, défensivement. Ce qui fait que, oui, des matchs, il sera meilleur passeur, des fois, il sera meilleur marqueur, il va mettre 7-8 shoots à 3 points. Il a cette capacité-là d'être le joueur que le match, le contexte veut. Et ça sera certainement jamais un grand défenseur, mais par contre, rien que du fait de sa taille, ça lui permet des choses que effectivement un Jalen Brunson ou un Austin Reeves ne pourront pas avoir dans leur carrière. C'est-à-dire qu'à minima, LaMelo Ball, il est grand et donc il peut au moins gêner ses adversaires, comme tu dis, prendre des rebonds. Et il y a certes une question de volonté, mais son physique, ça l'aide aussi défensivement, contrairement à d'autres joueurs, ou Trae Young, par exemple, tu vois, un bon défenseur. Qu'on comparait parfois les deux. LaMelo Ball, défensivement, il aura toujours plus de facilité que Trae Young à défendre. Je ne pas dans le même catégorie, ni comme joueur, ni comme défenseur. Un bon défenseur qui n'utilise pas son physique, voilà, il joue en anticipation. Le LaMelo Ball est toujours dans les lignes de passe, il guette toujours l'interception. Voilà ce qui donne sa force. Puis en couverture, c'est vrai qu'il descend tout le temps pour aller chercher les rebonds défensifs et pour lancer le contre-attaque derrière ça. Non, mais moi, j'apprécie beaucoup ce qu'il fait. C'était une question qu'on avait hier avec Rémi. Je te la pose aussi, là, comme c'est dans le thème. Est-ce que pour toi, Knuppel doit être sans contestation possible le rookie de l'année cette saison ? Non, mais il y aura toujours des contestations. Parce que, du coup, c'était l'unpopular opinion d'un de nos suiveurs. Knuppel, rookie de l'année, pour lui, ça fait aucun débat possible. Toi, tu es plutôt d'accord avec ça ou pas ? Ah oui, moi, Knuppel, celui qui est... Voilà. Malheureusement, Cooper Flag, quand il prenait son élan, quand il avait dit « j'en ai marre de perdre, je vais imposer mon jeu à moi », il s'est blessé. Donc, Knuppel, il fait depuis très longtemps ce qu'il fait. Pour moi, c'est le joueur qui a le plus d'impact dans les résultats. Et c'est pour ça que, voilà, pour moi, c'est le rookie de l'année, parce qu'il fait partie de cette raison que Charlotte gagne des matchs.
Et ça sera un très beau rookie de l'année s'il l'est, et pas du tout un rookie de l'année par défaut, comme certains le disent là, si Cooper Flagg rate trop de matchs et qui peut plus candidater, ou qu'on considère qu'il a raté trop de matchs pour être rookie de l'année. C'est sur l'impact qu'il a sur le jeu qui fait, pour moi, c'est le meilleur rookie de cette année. Et avec le record de 3 points en prime en plus, ça fait pas de mal. Ouais. Ça fait pas de mal. Merci Chris. Thank you Nico. Bonne émission. On se retrouve bientôt. Le prochain épisode, c'est vendredi prochain avec Jacques Monclar. Baptiste est en vacances, du coup on réduit un peu la voilure. Et du coup, peut-être avec Jacques. Et du coup on se retrouve dans une petite semaine pour un nouveau numéro avec Jacques Monclar. Merci Chris. Thank you. Bye bye. Et bonne fin de semaine à toutes et à tous. Ciao.